Bonjour à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision pour mieux appréhender les enjeux politiques de la semaine. Au chapitre de ces échanges, la problématique de la paix, l'opposition Eric Madougou, la campagne électorale et la Covid-19, pour ne pas parler de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Patrice Talon et sa famille politique de la mouvance, que dis-je, Talon face à la série de huis clos avec la mouvance présidentielle, des chances et stratégies pour ne pas oublier bien évidemment les perspectives et enjeux de la présidentielle du 11 avril 2021. Et pour faire l'exercice avec nous ce matin, ce beau matin de dimanche 21 mars 2021, bien évidemment, c'est bien le professeur Roger Gbéonvi, homme de lettres et ancien ministre. Inutile de le présenter davantage, puisqu'il est mieux connu que nous autres professeurs. Bienvenue chez vous. Merci de m'inviter à nouveau, merci bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle tribune. Si je peux vous reprendre légèrement, vous avez dit talon. Je pensais qu'on était passé de talon à talon talata. Ça sonne très bien. Pourquoi vous avez dit? Oui, on va y arriver. D'accord. Professeur Roger Gbéonvi, on va démarrer par la toute première partie, c'est bien sûr la problématique de la paix en cette période électorale. Le concept, selon vous, professeur, est-il mieux partagé de nos jours ou plutôt galvaudé? Le concept de la paix. Bien évidemment. Et quand vous parlez de paix en ces circonstances-ci, il s'agit bien de la paix dans le pays et de la paix du pays. Surtout en cette période électorale. Mais pour moi, ça va de soi. Soit on aime son pays. En une période délicate. Soit on aime son pays. Sensible. Soit on ne l'aime pas. Or, je ne peux pas concevoir qu'il y ait des Béninois qui n'aiment pas le Bénin. Je ne peux même pas concevoir qu'il y ait des Béninois qui n'aiment pas le Togo. A fortiori, être Béninois et ne pas aimer le Bénin, je n'arrive pas à le concevoir. On peut avoir des dissensions. On peut ne pas être d'accord avec X ou avec Y, mais je crois que nous avons quand même, malgré tout, une très très belle habitude au Bénin, en ce sens qu'au Bénin, nous nous battons pour le pays, mais nous ne détruisons jamais le pays. J'ai pu en témoigner, vu mon âge. Non, nous ne détruisons pas le pays. On se bat, on se dispute. Je dis bien, on se dispute, mais on ne prend jamais le bâton, on ne prend jamais le coupe-coupe, quand il s'agit du pays. Maintenant, si vous me disputez mon héritage en famille, ça peut aller à des coups et blessures, ça peut aller à la mort, mais s'agissant du pays, jamais. Pour revenir à vos propos introductifs des Béninois qui n'aiment pas le Bénin, vous en avez distingué? Je ne peux pas concevoir la chose. Parce que vous êtes dans une maison. Si vous n'aimez pas la maison, mais où irez-vous habiter ailleurs? Si vous quittez cette maison pour aller habiter une autre maison, celle-là devient votre maison. Vous êtes moralement obligé, intellectuellement obligé, mais d'aimer la maison que vous habitez, quelle qu'elle soit cette maison, et de faire en sorte qu'elle soit la plus belle maison. Et donc le Bénin est notre maison. Nous sommes obligés de l'aimer. Aucune loi, nous n'avons besoin d'aucune loi pour aimer le Bénin, puisque c'est notre pays, c'est notre maison, et nous devons rendre cette maison aussi belle que nous pouvons. On n'a pas à nous dire, mais écoutez, les rues sont sales, éviter de déjeter les pelures de ci ou de ça. Chaque Béninois devrait faire ça dans chaque village, dans chaque ville, spontanément par exemple, pour que notre cité béninoise soit une belle cité. Et parlons justement de cette problématique de la paix. Chaque camp, que ce soit la mouvance ou l'opposition, s'emploie ces derniers jours à sauvegarder davantage la paix en cette période électorale, ceci à travers soit des caravanes, des tournées de mobilisation, de sensibilisation, des différentes couches. Mais du verbe à la réalité, professeur, n'y a-t-il pas un fossé, n'y a-t-il pas peut-être des années-lumière? Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a des actes qui ont déjà été posés contre la paix, parce que nous sommes en période électorale. Moi, je n'ai pas... C'est ce que je voudrais vous amener à nous faire comprendre. Ben non, je n'ai pas ce sentiment. C'est bien dans ce studio qu'avec vous, j'ai parlé de la démocratie en termes de je ne sais pas trop quoi, vous me l'avez reproché. Non, ben, tout le monde parle à la fois, même de la paix, et ça peut faire un peu désordre. Mais pour l'instant, j'avoue, je suis venu ici en ce dimanche matin tout à fait tranquillement.
À Ouida, oui, vous allez me dire, à Ouida, rien ne se passe jamais. D'accord, je confirme, rien ne se passe. Il n'y a que la paix à Ouida. C'est vous qui le dites. J'étais à Cotonou la semaine dernière, hélas, pour des obsèques. Mon Dieu, Cotonou est en paix. Enfin, je ne vais pas traverser toute la ville. Je ne vais pas traverser toute la ville. Un de mes amis... Vous êtes peut-être arrêté à Godomé, vous n'êtes pas arrêté à Misrité, sinon vous aurez constaté que Cotonou n'est pas si en paix que ça. Misrité n'est pas à Cotonou, mon cher ami. C'est ce que je vous dis, que vous êtes arrêté à Godomé, enfin... Oui, mais... Si vous serez remonté à Misrité, que vous constaterez oui, mais que... vous pouvez venir à Ouida, cher ami, mais sans aller dans le quartier de la prison. C'est ça que vous voulez dire. Bien sûr. Misrité n'est pas une prison, c'est une petite ville, je crois. Et à Misrité, il y a... Misrité abrite une prison dont on me dit que c'est la meilleure des prisons au Bénin parce que... Vous saurez le dire, parce que elle a été voulue par l'ONU pour les Rwandais et que c'est là qu'il y a tout le confort. Alors je souris en disant, bon, mais le confort dans une prison... C'est tout le contraire que vous dira la famille politique de l'opposition et plus précisément celle proche de Ricky Amadougou. On va y revenir tout à l'heure, professeur, rassurez-vous. Une minute, je préfère quand même, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Mme Ricky Amadougou, je préfère qu'on la garde à Misrité, dont on me dit que c'est une belle prison, que de la transférer à Ouida, où je suis allé voir 2 fois par mois mon collègue Moudjaïrou, ancien ministre, qui se retrouve dans ces conditions et qui a été obligé de sortir de l'argent de sa poche pour humaniser un peu cette prison de Ouida. Bon, si vraiment la prison de Misrité est belle, je préfère que Ricky Amadougou ne vienne pas chez moi à Ouida, bien que sa mère, à ce qu'il paraît, soit de Ouida. Quelle que soit sa beauté, vous parlez de la beauté de la prison? Oui, la beauté de cette prison ne voudra pas la beauté de votre maison, professeur Roger Béonvi. On va poursuivre. Ça ne vaut la beauté d'aucun taudis, parce que dans un taudis, vous êtes libre. N'est-ce pas? Oui, d'aller, de venir, de siffloter si l'envie vous prend, sans gêner les voisins, bien entendu. Alors, ce besoin de sauvegarder à tout prix la paix en cette période électorale, n'est-il pas symptomatique de quelques gènes d'exclusion? Bon, vous voulez qu'on refasse un peu l'histoire, un tout petit peu. J'écoutais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, c'est cette semaine je crois, mon ami, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui disait, mais je ne dis rien sans preuve. J'irai le capturer. Vous savez de qui il parlait? Non, dites-le moi. Il parlait du chef de l'État. Et il a répété ça plusieurs fois devant les caméras de la télévision, devant un parterre. Il n'est pas son premier exercice. Attention, mais le président, l'ancien président de la République, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit? Mais bien avant lui, et je crois que c'était au Koufo, je ne sais pas pourquoi il est allé dire ça à Plahoué ou à côté, c'est le très cher ancien ministre du gouvernement de la rupture, Candide Azanaï, qui aime bien les formules fortes, et qui disait à son auditoire médusé, le 5 avril à minuit, j'irai moi-même le chercher. Le moment venu, si je veux que vous m'accompagniez, je vous le dirai, sinon, j'irai seul. Ah bon? Ok. Je téléphone avec un ami qui ne vit pas ici, mais il est béninois, il est descendu pour... je lui téléphone, est-ce que tu pourras me faire ceci? Écoute Roger, la maison brûle, et tu me demandes de faire quoi? Je lui dis, mais quelle est la maison qui brûle? Il dit, le Bénin brûle. Le Bénin brûle. Je dis, ah bon? Je sais qu'il a des raisons personnelles de vouloir le chambardement. Eh bien, il y a longtemps, je vous ai donné ces 3 exemples-là que vous pouvez vérifier, sauf le dernier, puisque là, c'est... Vous pouvez vérifier les 2 autres. C'est un échange personnel. Oui, vous pouvez vérifier les 2 autres. Tous les Béninois sont au courant. Donc, on nous prépare psychologiquement à avoir peur. On nous préparait psychologiquement à avoir peur. Bon, les services de sécurité du pays ont fait en sorte que nous n'ayons pas peur. Parce qu'ils font une, comment on dit en bon français, ils font une obsession sur le 6 avril.
le chef de l'État a prêté serment pour le 6 avril, il doit partir. Mais non, mais non, mais non, parce que moi je me souviens très bien, la date fétiche à laquelle il fallait prêter serment pour entrer en fonction comme président de la République, c'était le 4 avril. Et je pensais que ce 4 avril resterait incrusté dans l'histoire pour toujours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 4 avril, le premier 4 avril 1991? On a dû faire revenir de France Dardar le mort-vivant, qui était le président Soglo à l'époque, pour venir prêter serment. Je préfère le convalescent. Non, il n'était pas convalescent. On avait tout fait pour qu'il meure. Ce n'est pas un miracle qu'il est encore là. Alors on s'est dit, attention, les derniers jours de sa campagne, on l'a vu errant. Et puis, après la campagne, qui est-ce qui est allé voter? Un homme errant en France. Et on dit, attention, s'il ne prête pas serment le 4 avril, il y a vide juridique. On l'a fait venir, le mort-vivant. Convalescent, c'est trop gentil. On l'a fait venir, le mort-vivant. Je le préfère, parce que nous parlons d'un ancien chef d'État. Oui, mais il a failli mourir. Et il est très heureux d'être là. Mais les gens ont pleuré dans la salle ce jour-là, ce 4 avril. Alors, je ne sais pas à quelle occasion le 4 avril a été transféré au 6. Parce que vous le savez bien comme moi, vous commencez maintenant à être un ancien béninois, même si vous n'êtes pas vieux. Nous sommes toujours en retard, un jour ou l'autre, sur quelque chose. Alors, le 4 avril est devenu le 6 avril. Pourquoi le 6 avril est devenu le 11 avril? Mais après tout, pourquoi pas? Si on est passé du 4 au 6, il doit y avoir des raisons pour lesquelles on est passé du 6 à 11. Voilà. Professeur, revenons encore une fois à vos deux premiers exemples. Oui, que vous pouvez vérifier. Qui ne sont même pas vérifiés, on l'a suivi. Okay. On a suivi l'ancien chef d'État, on a suivi Candide Zanaï, le président du parti Restaurer l'Espoir. Mais face à ces menaces à peine voilées, face à ces prises de position fortes, permettez la répétition de ces personnalités très fortes, du giron, de landerneau politique béninois, vous ne pensez pas qu'il y a à réfléchir, qu'il y a à prendre plus au sérieux? Oui. Mais ce qui se passe depuis 2016, c'est ça. Ce qui se passe depuis 2016 ne s'est jamais vu dans notre pays. Jamais. J'ai 65 ans d'âge politique, 75 ans d'âge réel. Je n'ai jamais vu ça. On arrive au pouvoir, on dit révolution. Les militaires ont dit révolution dans ce pays, rejoints immédiatement par des jeunes prétendus intellectuels. La réunion s'est soldée par le déploiement de la corruption en veux-tu en voilà. Il n'y a pas eu révolution, nous n'avons pas changé nos habitudes. C'est-à-dire, on annonce qu'on va changer les habitudes, et le Béninois dit non. Le Dahoméen d'abord dit non, pas ici. Le Béninois ensuite, pas ici. Ça va changer, ça doit changer. Et puis quoi? Vous avez vu le changement dans ce pays, vous étiez déjà là. Bien sûr. Bon, pendant la Révolution. Donc, non, pas pendant la Révolution. On ne fait pas ce qu'on annonce. Bon, d'accord. On ne fait pas ce qu'on annonce. Parce que ce qu'on annonce, le Béninois n'en veut pas. Quoi encore? Et lui, il arrive, il dit rupture. Nous avons déjà entendu ces mots-là. Nouveau départ à d'autres. Il va faire comme tout le monde. Et puis non. Il se met à rompre vraiment avec nos habitudes passées. C'est pourquoi je vous dis que ça ne s'est jamais vu. Et quelque part, ça fait mal. Vous savez, les gros calibres qui ont pris immédiatement la fuite. Enfin, oui, mais qui sont allés en exil. Puisqu'on y est, a-t-il vraiment rompu avec tous nos passés en griffe orduriers? Ben, écoutez, s'il vous plaît, il ne peut pas rompre avec tout à la fois. Mais le peu qu'il fait déjà, ce n'est pas grand-chose. Par rapport à l'ordure, par rapport aux immondices dans lesquels nous traînions, mais le peu qu'il fait met en fuite des gens dont on dit qu'ils sont en exil. Mais ils sont en exil. J'ai eu l'occasion de vous expliquer que quand on n'est pas content, on s'en va en exil. Lui-même a dû, à un moment donné, partir en exil. C'est toujours volontaire. Il n'y a pas une loi. Et des ordures, n'en laisse-t-il pas aussi? Vous voulez dire qu'il en fait? Ou bien il n'a pas réussi encore à enlever toutes les ordures?
Alors il faut que nous nous entendions bien. Dites-nous tout. Je ne pense pas qu'il en rajoute aux ordures. Je pense qu'il les enlève méthodiquement. Et parce qu'il les enlève, ça fait mal. Vous êtes un peu... Vous le hissez là au rang de Non, 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 sainteté, au rang angélique, je veux Vous dire. êtes un peu chrétien. Je pense. Vous avez lu un peu l'Ancien Testament. Parce que tout est dans l'Ancien Testament. Je n'en lis pas comme les pasteurs et prêtres. Hein, voilà. Tout est dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Juste le temps d'une obélie. Et quand je dis tout, c'est nos comportements humains. Vous étiez en esclavage en Égypte. Vous faisiez les obélisques, c'est eux, les Juifs. Dieu envoie Moïse vous délivrer de l'esclavage. Quitte à noyer l'armée de Pharaon. Autrement dit, Patrice Talon est notre Moïse. Je n'ai pas fini. Professeur. Je parle de nous. Je ne parle pas de lui. D'accord. Je parle du peuple. Vous savez ce qui est arrivé à Moïse dans le désert? Parce que le peuple, quel qu'il soit, n'aime pas la traversée du désert. Ils ont dit à Moïse, attention, là-bas en Égypte, ah non, on était en esclavage, mais il y avait de gros morceaux de viande. Alors ramène-nous et vite en Égypte. On n'est pas venu pour traverser le désert. Ramène-nous en Égypte. Le peuple n'aime pas la traversée du désert. Or, sans traverser du désert, il n'y a pas de terre promise. Il n'y a pas de terre promise si vous ne traversez pas le désert. Est-ce que nous sommes en train en ce moment de traverser le désert? Je ne sais pas. En tout cas, nous sommes en train de balayer. Il est en train de balayer les ordures, je crois. On pourra revenir. Et ça fait mal. On pourra revenir plus tard pour réfléchir jusqu'à quand cette terre promise. Avec des balais pour l'aider. Professeur Roger Gbéonvi, j'ai bien envie d'ouvrir des polémiques, des brèches polémiques avec vous, mais maintenant revenons à J'ai l'habitude avec mes étudiants. Oui. Qui me titillent parfois. Je n'en doute pas. Ah bon, d'accord. Vous ne voulez pas en être un ce matin. Bon. Professeur Roger Gbéonvi, nous parlons de paix. Pensez-vous que l'arrestation de Dame Rekia Madougou n'en ajoute pas à cette atmosphère chrysogène? Écoutez, s'il y a quelque chose, et je vais être honnête et franc et sincère avec vous, s'il y a quelque chose qui me fait de la peine dans la situation actuelle, c'est que Mme Rekia Madougou se retrouve en prison. Je ne reproche rien à ceux qui l'ont mise en prison. Ils doivent avoir leurs raisons. Mais pour moi, je pèse mes mots, Rekia Madougou est une icône. Autant où nous travaillons ensemble dans la société civile, ici au Bénin, grâce à son association Élan, dont elle était la présidente, ce qui m'a fait l'appeler toujours présidente TU. Autant où nous travaillons avec elle à Touche pas ma constitution, elle était pour nous et pour tout le pays une icône. Et je vais vous raconter une histoire. Une histoire que je raconte pour la première fois devant une chaîne de télévision, mais comme nous étions un groupe en 2006, c'est bien ça. Boni Yaye venait d'atterrir au pouvoir dans la paix et la concorde, ce qui n'était pas gagné. Nous nous sommes retrouvés une petite délégation de personnes chez le cardinal Ganti qui venait d'arriver et dont nous savions que dans l'ombre, dans le silence, non seulement il a prié, mais il a fait des choses. Au sein de la petite délégation, Madame Rekia Madougou, chacun prend la parole. Le tour de Madame Rekia Madougou arrive et elle raconte. Moi, je tombais des nues. Ah oui? Je regardais le cardinal, qui est un homme impassible, je l'ai connu depuis. Rekia Madougou raconte qu'un soir, une nuit, la tension était telle que son père l'a prise à bord de sa voiture et a dit, ma fille, je vais te planquer quelque part parce que je veux te garder vivante. Et qu'en route, le téléphone sonne et au bout du fil, il y a le cardinal Bernardin Ganti qui lui dit, courage ma fille, courage. Comme si le cardinal savait que quelque chose se passait et qu'on allait cacher la pauvre dame pour qu'elle ne meure pas. Et elle se serait retournée vers son père et a dit, papa, ramène-moi à la maison
le cardinal vient de m'appeler et de m'encourager, eh bien, ne me cache plus. Moi, je tombais des nues. Le cardinal n'a pas bronché, mais je n'imagine pas un seul instant que Réki Amadougou ait osé mentir sur le compte du cardinal, en présence du cardinal et de quelques autres béninois. Voilà ce qu'elle était pour nous, et même pour le cardinal. Une icône. Je l'appelais notre Jeanne d'Arc. Alors qu'elle se retrouve aujourd'hui en prison, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait infiniment de peine. Mais tout peut nous arriver. Tout. Le président Jacques Chirac a été condamné à 2 ans de prison pour des faits qui s'étaient passés à la mairie quand il y était à Paris. Vu son âge, 2 ans de prison avec sursis. Mais un ancien président de la République française. Son successeur, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 1 de ferme. Bon, il a porté plainte, ça va, bon, il oppose, bon, ça va durer 5 ans. Il va traîner ce boulet pendant 5 ans. Tout peut nous arriver. Et surtout si nous sommes hommes publics, si nous sommes femmes dans le public, et donc tout peut nous arriver. Je regrette que ce tout qui peut nous arriver soit applicable aujourd'hui à Mme Réki Amadougou. Qu'est-ce qui, selon vous, n'aurait pas marché? Qu'est-ce qui a pu changer les valeurs, les principes de votre icône d'alors en celle qu'elle serait devenue aujourd'hui? Oh Seigneur Dieu. L'affaire est pendante devant la justice. Bien sûr. On peut en parler. À la limite du possible. Elle n'a que 46 ans, Mme Réki Amadougou, et je crois qu'elle a rencontré la gloire peut-être un peu vite. Vous l'avez dit trop tôt? Elle a rencontré la gloire un peu vite. Est-ce un crime? Non, pas du tout. La gloire faite, composée du pouvoir politique. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et du pouvoir de l'argent. Aux âmes bien nées, vous avez dit, citant Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas. Bon, mais encore faut-il. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, mais encore faut-il avoir science sans conscience n'est que ruine de l'âme, puisque nous sommes partis pour citer vous. Moi, je cite Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il me semble qu'ayant rencontré la gloire, c'est-à-dire le pouvoir et l'argent trop tôt, elle n'a pas eu, excusez-moi, je suis prétentieux, elle n'a pas eu la sagesse qu'un homme comme moi aurait eu. Mais vous lui faites un affront. Pardon? Professeur, vous lui faites un affront. Non, non. Ma culture est catholique, cher ami. Le fond de ma culture est catholique. Et il fut un temps, je vous raconte encore une belle histoire, et il fut un temps où le très Saint-Père à Rome était porté sur ce qu'on appelle la sedia gestatoria, puisque c'est le vicaire de Christ. Et pendant qu'on le transportait à dos d'homme, enfin sur des épaules de gens, il y avait un archidiacre, c'est-à-dire un cardinal, qui faisait brûler devant lui du coton. Et le cher cardinal disait assez fort pour qu'il entende, en tout cas il voyait le coton brûler, Sicut transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Alors si on était obligé, maintenant on ne le porte plus, le pape sur la sedia gestatoria, si on était obligé de mettre le pape en garde contre ce qui est manifestement la gloire, si on était obligé de le mettre lui en garde, le Saint-Père, je crois que j'aurais été plus proche de Réki Amadougou. J'ai peut-être l'âge de son père, remarquez. Je lui aurais dit attention, Madame la Présidente, hey, fais attention. La gloire qui vous entoure là peut vous perdre. Et je lui aurais peut-être raconté cette histoire. Vous semblez dire qu'elle est victime de cette gloire, de sa réussite. Je vous l'accorde. Elle est victime de sa réussite, elle est victime de cette gloire parce qu'elle a réussi. C'est une femme qui travaille beaucoup, elle a réussi. Et il ne faut pas justement que notre réussite devienne pour nous une mer où nous ne savons pas nager et où nous prenons l'eau. Et avant d'ouvrir la rubrique prochaine, professeur Roger Béonville, je suis tenté de vous demander si cette gloire que vous semblez voir ce jour ou en ces moments-ci, tel, je dirais, un risque, des conséquences, ne risque-t-elle pas
de la hisser davantage au pinacle? Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que je l'appelais notre Jeanne d'Arc, en regrettant un peu qu'elle soit musulmane. Pas musulmane, c'est pratique un peu ça. Mais ce que vous ne savez pas et que moi je sais, et que j'apprends ce matin, ce dimanche matin, c'est qu'il y a 2 Jeanne d'Arc. Attention, c'est la même personne. La première Jeanne d'Arc a été brûlée vivante par la Sainte Inquisition parce qu'elle est satanique. Une fille ne fait pas la guerre. À l'époque des inquisitions, des autodafés et autres. Elle a été brûlée vive. Et c'est, je crois, vers le XVIIIe siècle que la même église catholique, la même église, je ne sais pas s'il n'y avait pas encore eu le protestantisme au moment où elle a été brûlée. La même église est revenue et a dit non, celle que nous avons brûlée est une sainte. Et moi, j'ai fait mes études sous l'égide de Jeanne d'Arc. C'est très longtemps après que la curiosité aidant, j'ai su que non, il a failli de peu qu'elle ne soit jamais l'icône du petit séminaire Jeanne d'Arc. Donc celle que nous venons de jeter en prison à 46 ans, nous venons en quelque sorte de la brûler. Elle peut s'en sortir et devenir demain. Je ne serai plus là, je ne pense pas. Encore que j'ai décidé de vivre jusqu'à 100 ans maintenant. C'est prémonitoire ou vous avez... Non, c'est-à-dire, je vous donne l'exemple. Ou c'est ce qui ressort de votre entretien avec l'Éternel hier? Je vous donne l'exemple de Jeanne d'Arc, qu'on a brûlée vive. Oui. Non, je parle comme une fille de 100 ans. Je parle de votre longévité que vous définissez ou que vous tentez d'écourter à... Oui, ça c'est en parenthèse. Alors, si je l'appelais notre Jeanne d'Arc, je lui souhaite le meilleur, puisque le meilleur est arrivé à Jeanne d'Arc après sa mort, hélas. Mais la mort de Rekia Madougou, c'est le fait qu'elle soit en prison aujourd'hui et que moi je ne l'imagine pas en prison. Elle finira par en sortir. Et peut-être, comme vous dites, cela la glorifiera encore davantage. Mais attention, elle aura alors la sagesse de Nelson Mandela. Je ne lui souhaite pas 27 ans en prison. Mais après 27 ans en prison, Nelson Mandela était devenu un saint. C'est la prison qui l'a sanctifié, Nelson Mandela. S'il n'avait pas fait la prison, il n'aurait jamais été l'homme sage qu'il a été. Et c'est peut-être une grâce pour Rekia Madougou, cette dure épreuve. Je souhaite qu'elle en profite pour s'asseoir, pour s'assagir. Si elle partage bien évidemment votre philosophie. Vous vouliez que j'aille à Misrete la voir, je peux vous y envoyer, j'ai ami, à ma place. Professeur Roger Béonvi, on va évoluer dans ces échanges. Nous ouvrons la toute deuxième partie, l'opposition et Rekia Madougou encore. Oui. L'opposition, vous le savez, tout en appelant le week-end dernier, exigeait la libération de Dame Rekia Madougou. C'est normal. Tout en appelant à la paix. Oui. L'opposition, sa famille politique, je veux dire, exige sa libération sans condition, mais en appelle à la paix. Oui. Quelle lecture en fait le littéraire? D'abord, vous me permettez de dire quelque chose. Et plus tard, l'ancien ministre. Oui, vous me permettez de dire que je n'ai pas compris comment, par je ne sais quelle magie, Madame Rekia Madougou est devenue porte-parole de l'opposition à telle enseigne que celui que moi je voyais, naturellement, candidat, peut-être pas de toute l'opposition, mais candidat des démocrates, j'ai beau écarquiller les yeux ces temps-ci, je ne le vois pas. J'ai beau tendre l'oreille, je ne l'entends pas. Par quelle opération Rekia Madougou, Madame Rekia Madougou, qui n'était pas là, est devenue en une semaine ou en 2 semaines porte-parole de l'opposition et que les gens qu'on attendait, on ne les voit plus. Même Joël Aïvo, je l'ai vu derrière Rekia Madougou. Bon, je ne suis pas complotiste, mais ça me gêne un peu. Alors, appeler à la libération de Rekia Madougou, quand on est membre de son parti, c'est la chose la plus normale. Et appeler en même temps à la paix, c'est également la chose la plus normale. Ce qui est sûr, c'est que les juges de la criette n'écoutent pas les membres de l'opposition ou les membres de la mouvance pour porter leur jugement. Mais ils font le boulot. Ils font leur boulot. Et ce n'est pas parce que nous en appelons à la paix que la sécurité qui s'occupe de notre sécurité pour que nous puissions être libres va déposer les armes pour dire, mais vous voyez, les politiques eux-mêmes appellent à la paix, mais nous,
allons à la maison boire notre bière. Non, ils seront plus vigilants que jamais, les membres de la sécurité, de la police républicaine, ils seront plus vigilants que jamais, mais parce qu'il y a quand même des propos qui ont été dits, il y a des actes qui allaient être posés, et j'espère que le 4 avril, aucun policier du Bénin ne dormira à la maison. Il faut qu'ils soient tous prêts à n'importe quoi dans le pays pour nous protéger. Voilà. Mais pourtant, vous disiez tantôt à travers une de vos très belles chroniques dont je me délecte de temps à autre. Merci. De temps à autre seulement. Que le Bénin n'est pas en guerre. Mais non, le Bénin n'est pas en guerre. Mais vous venez d'en appeler à toutes les forces de l'ordre, à la vigilance. Mais si le Bénin n'est pas en guerre, les forces de l'ordre font le travail convenablement comme cela se doit. C'est à croire que vous les appelez à un peu plus de vigilance ou à davantage de vigilance. J'ai d'abord appris la formule en latin. Qui vis pacem para bellum. Vous n'avez pas fait le latin. Quel dommage. Pas encore. Oui, mais enfin, vous avez deviné. Qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est pour ça que j'estime que les forces de sécurité béninoises doivent être sur le qui-vive pour que ceux qui veulent introduire la pagaille et la violence dans ce pays n'y arrivent pas. Excusez-moi, il y a toujours des... Vous savez, les crimes là, c'est souvent commis par des hommes intègres. On se demande enfin, lui faire ça à sa femme, lui faire ça à sa fille, mais pour que ces choses-là n'arrivent pas, il faut il faut les prévoir. Les prévoir pour les prévenir. D'accord? Venir avant. Ça peut arriver, ça c'est les prévoir. Et prévenir, c'est arriver avant pour arrêter. C'est pour ça que les forces de sécurité doivent être plus que jamais sur le qui-vive pour que moi, je puisse dormir tranquille, me réveiller tranquille et aller à mon ordinateur pour la prochaine chronique. Professeur Rosé Béonvi, on y reste encore toujours dans cette actualité relative à Rekia Madougou, à cette figure. Oui, elle, de toute façon, elle a déjà réussi à emplir notre quotidien depuis qu'elle est revenue dans le pays et qu'elle a été hissée à la tête de l'opposition. C'est peut-être ce que vous appelez tout à l'heure la prémonition. Elle reviendra de prison dans je ne sais pas combien de temps et sera à nouveau hissée, tu vois. Et vous voyez, c'est vous qui le dites. Oui, mais elle occupe déjà toute notre pensée depuis. Il n'y a plus de jour où quelque part dans une maison, on nous parle de Rekia. Dans les colonnes. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi elle est devenue Rekiat. Moi, je l'ai connue Rekia. En tout cas, ça c'est entre les deux vieux amis, Rekia Madougou et son ancien collaborateur qui est M. Vous ne pensez pas si bien dit. Ma femme et moi, on est allés la voir une ou deux fois. J'étais j'étais dans son cabinet plusieurs fois par mois à Saint-Michel. Et donc c'est une personne que je connais très bien, pour laquelle j'ai la plus grande estime et la plus grande admiration. Du courrier de Rekia Madougou maintenant, je ne sais pas si vous avez eu la chance de parcourir ces colonnes de Jeune Afrique où Rekia Madougou a confirmé avoir vraiment viré 15 millions à M. Georges Saka, son collaborateur, tant cité par le procureur de la République. Mais pas à des fins de déstabilisation ou pas à des fins de mutinerie, a-t-elle confirmé, mais plutôt pour lancer sa pré-campagne. Oui, lorsque j'ai lu cette lettre, j'ai dit à ma femme, qui est quand même ma première... celle qui est tout à côté, ce ne sont pas vous qui êtes constamment à côté de moi pour qu'on puisse échanger. J'ai dit, attention, Rekia Madougou parle trop. Et puis après, je me suis repris, je me suis dit, bon, ce sont ces avocats qui ont dû lui dire. Mais du client ou de la cliente à ses conseils, c'est normal. Ce sont ces avocats qui ont dû lui dire, pour soi. Ce sont ces avocats qui ont dû lui dire de faire ça. Mais attention, en faisant ça, elle a reconnu une partie de la vérité que la criette lui reproche. Maintenant, il a facilité la tâche à la criette en quelque sorte. Il ne reste à la criette qu'à démontrer la vérité ou la véracité de la deuxième partie. C'est en ce sens que moi je me dis, attention, vous êtes en prison, madame, gardez-vous de parler. Faites parler pour vous. Mais n'écrivez pas, ne signez plus rien de votre prison, à moins que ce soit pour apporter vraiment la vérité et pour aider à ce que très vite vous sortiez de là. Mais c'est ce qu'elle fait. Pourquoi voulez-vous la faire célébrer l'omerta? Vous avez bien dit,
vous avez bien dit qu'à travers cette lettre, elle a reconnu une partie de la vérité. Ah, maintenant, la criette, dont je dis qu'elle vient de faciliter le travail, la criette peut lui demander, madame, et vous pouvez nous faire la traçabilité de ces 15 millions, d'où viennent ces 15 millions? Est-ce que ce sont vos économies? Est-ce que c'est votre salaire rassemblé, etc. Pour qu'il la connaisse, pour qu'il connaisse son parcours, elle ne vaut pas que 15 millions. Bon, vous la faites milliardaire. Je ne l'ai pas dit. Professeur Roger Béonvie, on y reste encore une fois, mais vous savez, la Sénat ayant publié la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle ou des duos de candidats retenus pour la présidentielle du 11 avril, la Sénat, vous l'avez suivi, hein, comme tout autre béninois, la Sénat l'a publié le 22 février 2021. Ouais. Mais le virement de Dame Rekia Madougou remonte à 48 heures plus tard. Plus tard, oui. Quelle lecture faire? Pourquoi faire le virement quand on sait qu'on ne fait plus partie de cette course? Pourquoi faire meeting électoral à Porto Novo une nuit quand on sait qu'on a été recalé? Il y a des choses qu'on peut reprocher à Rekia Madougou, à Madame Rekia Madougou. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que la gloire est allée trop vite à sa rencontre et qu'elle n'a pas su dire « Oui, Madame la gloire, je vous aime bien, mais il y a des choses que vous ne me ferez pas faire. » On vous a dit que vous n'étiez pas retenu pour être candidate. Ce qui me paraît normal parce qu'elle n'était pas là. On ne l'a pas vu se battre avec l'opposition contre la rupture. Ce qui aurait été son droit. Elle peut l'être de cœur. Ce qui aurait été son droit. Avec les opposants. Non, cher ami. C'est-à-dire, je le lui dis par vous, elle aurait dû quitter Lomé 1 an avant les échéances pour venir faire campagne ici. On a vu quelqu'un faire ça. Monsieur Lionel Zessou. C'est déjà bien que vous ne lui déniez pas le droit de postuler comme l'autre qui haïssait au rang de ressources minières ou de réserves minières. Pour avoir toutes les chances de son côté, elle aurait dû venir faire campagne pendant 1 an, se faire reconnaître de la population la connaît. Qui ne connaît pas. Oui, se faire reconnaître, se faire connaître à nouveau de la population, parce qu'elle est quand même allée 5 ans au moins au Togo, où elle a travaillé, se faire reconnaître de la population et se faire admettre et baptiser par l'opposition comme étant de l'opposition et comme pouvant être le porte-drapeau, le coryphée de l'opposition. Elle n'a pas fait ça. Elle apparaît soudain comme, je ne sais pas trop quoi, comme une chenille, subitement, papillon. Ça a pu choquer ceux qui étaient habilités à la parrainer. Et laissez-moi vous dire, si elle avait obtenu le parrainage, qu'est-ce que cela voudrait dire? Au fond, que nous parrainons n'importe qui. Et on se serait douté, qu'est-ce qu'ils lui ont pris pour la parrainer si vite, elle qui n'était pas là? Elle qui n'était pas là, est-ce qu'ils auraient refusé? Elle n'était pas si loin non plus. Est-ce qu'ils auraient refusé le parrainage à M. Eric Okonlété? Je crois elle était à moins de 2 heures de voyage, elle était juste à côté. Oui, elle pouvait descendre et descendait quand elle le voulait. Oui, on ne la voyait pas. Vous la voyez peut-être vous. Peut-être qu'elle n'affrontait pas les caméras et autres. Ben, moi, j'ai commencé à la voir et à l'entendre, je crois, 2 semaines avant le dépôt, la fin du dépôt des candidatures. Je dis, tiens, c'est bizarre, elle n'était pas là. Mais elle peut être présente, mais non pas dans tous les débats. Mais elle était tellement occupée quand même à Lomé. Je pense qu'être conseillère, être ministre conseillère d'un chef d'État, non, quand même, ce n'est pas une petite affaire. Je pense qu'elle était occupée avec son staff tous les jours. Elle n'avait plus beaucoup de temps à réserver pour la politique au Bénin. C'est pourquoi je dis qu'elle aurait dû tout laisser tomber 1 an avant. Lionel Zessou l'a fait, pourquoi pas elle? Tout laisser tomber 1 an avant, mais pour venir, ma foi, remuer la poussière autour d'elle, ici au Bénin. Et nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Et comme je vous le demandais tout à l'heure, si elle a quand même, si elle s'est permis de faire le virement 48 heures après la publication de la... Oui, elle savait, parce qu'on peut faire le virement après. Elle savait. Mais elle savait qu'elle était recalée. Pourquoi a-t-elle fait le virement? Elle savait qu'elle était recalée. Pourquoi est-elle allée en meeting électoral? Ne l'aurait-elle peut-être pas fait en attendant d'éventuels recours?
mon Dieu, vous êtes son meilleur avocat. Hein. Mais non, moi je lui repose ces deux choses-là. Aller à la Cour constitutionnelle, se plaindre, d'accord, je remplis toutes les conditions, on ne m'a pas retenu. Il paraît que lorsqu'elle est allée à la Cour constitutionnelle, elle aurait refusé, je ne l'ai pas accompagnée, elle aurait refusé, elle aurait dit qu'elle a les parrainages, mais qu'elle refuse de donner les noms. Ah bon? Pourquoi? Ce n'est pas une opération mafieuse de parrainer un candidat à la présidence de la République, c'est prévu par la loi. Quels sont les gens qui vous ont parrainé, quels sont les députés, les maires qui vous ont parrainé? Il paraît qu'elle aurait refusé de donner leur nom et que son avocat a dit qu'il ne veut pas les compromettre. Peut-être que cela retourne des accords ou des principes ou du consensus qu'il y a eu ou de l'entente entre elle et ses parrains. Donc c'est mafieux. Donc c'est mafieux en ce sens qu'il y a des parrainages mafieux dans le pays. Je vous aide à obtenir ce poste. Oui, je vous aide à obtenir ce poste qui est très important pour vous ici, j'imagine, à condition que tous les mois, vous me ristourniez 30 000 francs sur votre maigre salaire, puisque tous les salaires ici sont maigres. Il y a ces parrainages-là. Je vous ai parrainé, vous m'envoyez 30 000 francs par mois. D'accord? Alors si c'est cette mafia qui a présidé au parrainage qu'elle prétend avoir eu, bon, mais alors la criette a encore du pain sur la planche. Non pas seulement Rekia, mais ceux qui auraient pris, qu'elle m'excuse, non pas seulement Madame Rekia Madougou, mais ceux qui lui auraient pris de l'argent pour la parrainer. Alors si c'est pour les protéger, qu'elle n'a pas voulu donner leur nom, la criette devait insister pour que leur nom sorte et qu'on sache combien ils ont perçu de façon mafieuse pour parrainer une candidature qui n'aurait jamais dû l'être parce qu'elle n'était pas là. Ah oui? Elle n'était pas dans le pays, je veux dire. Qu'est-ce que cela peut peser? Qu'est-ce que cela peut avoir vis-à-vis enfin, dans la qualité de la candidature du personnage Rekia Madougou? Non, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Hein? Ben non, vous n'y tenez d'ailleurs pas, je crois. Professeur Roger Gouéonvi, on va poursuivre toujours dans la dynamique de décrispation de l'atmosphère. De crispation ou de décrispation? De crispation ou décrispation. Oui, d'accord. C'est bien ce que j'ai dit. De l'atmosphère, le chef de l'État, Patrice Talon, vous l'avez suivi, cette semaine, a reçu... là, on est bien loin de l'opposition et de Rekia Madougou et tout. Le chef de l'État a reçu l'ancien colonel Tawes. Il était capitaine quand je l'ai connu. N'est-ce pas? Il était le colonel Tawes, il était terrible. Colonel ne me fait pas joli, je préfère capitaine, mais il est colonel. Juste une petite parenthèse. Qui vous l'avez connu peut-être à l'époque du colonel Tawes que vous avez connu au colonel Tawes. Non, capitaine Tawes. Je l'avais complètement oublié. Du capitaine Tawes au colonel Tawes, oui. qui s'est confondu presque en excuses face au chef de l'État, qui a reconnu quand même qu'il y a du mieux. Je pense que cette partie de la phrase vous intéresserait mieux parce que vous ne voyez que du mieux maintenant par rapport à notre hier politique. Oui, alors, quel était votre avis? Précisez votre question. Oui. De tout ce que l'ancien capitaine, devenu colonel Tawes a dit, moi j'ai retenu une phrase qui m'a plu. Parce que c'est la réalité. Il a dit un peu... Pour peu qu'il ait reconnu... D'un ton un peu naïf. Et puis vous savez, à l'extérieur, on est intoxiqué. C'est la seule phrase que j'ai retenue parce que c'est la vérité. À l'extérieur, on les intoxique. Un Togolais, il n'y a pas très longtemps, est allé me dire, mais il paraît qu'au Bénin, il y a des arrestations, il y a des disparitions, il y a des... Tu parles de mon pays là? Il avait me dit ça à visage. J'ai dit non, ce n'est pas du Bénin que tu parles. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils avaient des problèmes avec la rupture, d'accord, mais enfin, tout le monde peut partir. Il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de gens qu'on jette en prison, etc. Évidemment, après Madougou en prison, venu du Togo. Non, c'est cette phrase que j'ai retenue. Et l'intoxication marche à l'intérieur du pays lui-même et à l'extérieur plus que jamais. Plus que jamais. Vous savez, il y a 6 ans ou 5 ans. Pour professeur Roger Lionel, tout est si beau qu'il n'y a que de Lionel Jospin était donné gagnant à 75% par toute la France, toute la diaspora. Et les Béninois ici reprenaient la chose en chanson. Je leur disais, mais attention, je suis dans le pays, moi je ne vais pas bouger. Ce n'est pas ce que je ressens, mais c'était de l'intoxication.
c'est-à-dire préparer psychologiquement les gens à ce qu'on veut voir être. Et les gens qui intoxiquent, excusez-moi, c'est des gens comme vous, c'est des gens comme moi, qui ont intérêt à une situation donnée et qui commencent à infiltrer cette idée-là dans la foule. On laisse tomber sa voiture, on prend un zème et on dit, ben, vous savez, voilà le pays, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Ben, les zèmes qui bavardent volontiers, etc. Vous entrez dans un taxi. Bon, voilà comment on infiltre les idées que l'on veut faire porter par la population, pour ne pas dire la populace, qui peut tomber dans le piège. Professeur Roger Béanvi, j'aurais voulu vous faire suivre cet extrait. Vous avez le droit. Cet extrait du colonel Tawes, votre vieil ami, votre copain que vous préférez en qualité, votre ami que vous préférez en qualité de... Parce qu'il a été un peu putschiste, Pascal Tawes. Enfin, par le passé. Oui, par le passé. Mais enfin, quand je l'ai vu, on lui prête. Mais quand je l'ai vu en tenue locale, je n'ai pas reconnu le capitaine, ma foi. Beau gosse, il est vrai que nous avons tous un peu vieilli. Lui moins que moi. C'est plutôt le temps qui joue contre vous. Non, moi j'estime que le temps joue même pour nous. Ah oui? Oui, parce qu'il nous a sagi. Il nous a sagi le temps. Professeur Roger Béanvi, nous avons quelques minutes seulement à passer ensemble. On va dire un mot sur la Covid-19 et la présidentielle, la Covid-19 et la campagne présidentielle. Je veux dire, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'instar de nombreux pays du continent et dans le reste du monde, que bien, le Bénin s'apprête résolument à aborder, à enclencher sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le Bénin en a accueilli déjà son premier lot le 10 mars dernier. Et ce jour, à 21h et quelques, un certain vol va devoir atterrir encore sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gamti pour nous faire accueillir, pour nous faire réceptionner un second lot du vaccin contre la Covid. Donc c'est bientôt, puisque vous faites d'ailleurs partie de cette première frange, de cette première vague des privilégiés. Je parle des vieillards qui risquent de mourir de la Covid. Je n'ose pas le dire, professeur. Mais vous l'avez pensé si fort que je vous ai entendu. Alors, donc, le Bénin, comme je le disais tantôt, professeur, enclenche bientôt sa campagne de vaccination, malgré cette vieille polémique qui est peut-être loin dans notre dos, parce que l'instance habilitée à valider, à homologuer ce vaccin AstraZeneca s'est prononcée hier, elle s'est prononcée cette semaine, je veux dire, et nous savons désormais que nous pouvons faire usage désormais de ces vaccins, quelle que soit leur source, que ce soit que le lot provienne de l'Europe, de l'Asie ou de la Corée, on peut s'en servir. Alors, que dire qu'en dites-vous et que dire aux citoyens béninois? Je dirais 4 petites choses pour qu'on aille vite. Il y a 2 ans, c'est bien ça, quand on a commencé à parler du Covid-19, tous les matins, je prenais les informations à la télévision en 15 minutes, parce que j'ai autre chose à faire. Et le lendemain, je recommençais. Mais il n'était question pendant les 15 minutes que de la Covid-19. Un matin, j'ai fermé la télévision et depuis lors, je ne suis même pas allé voir dans quel état elle se trouve. Je dis, j'en ai assez qu'on me parle de la maladie, rien que de la maladie. Mais attention, je suis les informations, je les suis sur le smartphone. Et j'ai pris la mauvaise habitude sur le smartphone d'écouter presque exclusivement ce qu'on appelle les complotistes, qui sont de très grands médecins français. Certains sont de très grands virologues, le professeur Didier Raoult à Marseille, un autre et un troisième. Je les écoute. Moi, je suis littéraire. Je les écoute et ils disent, mais non. Les gens sont en train de vous faire peur, les gens sont en train de nous faire peur. J'ai écouté le professeur, comment s'appelle-t-il, celui qui a trouvé le virus du sida, Montagnier, qui a plus de 80 ans, qui dit non, soyons sérieux, bon, etc. Et tous ces gens, vous allez vous faire vacciner, professeur Montagnier? Il dit non, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Je vous cite le professeur Montagnier, je peux retrouver l'émission sur France au soir. Il dit non, il n'y a pas de vaccin qu'on fabrique en un an. D'accord, nous allons nous faire vacciner au Bénin
Moi, parmi les premiers, puisque c'est à nous, paraît-il, que la maladie s'attaque, pas encore à moi. Or, j'en discutais encore avec ma femme ce matin qui, elle, n'écoute pas les complotistes. Elle écoute et suit les conseils de Macron et de Merkel. Il faut se faire vacciner si nécessaire. Il y a quelques personnes qui ont connu de graves malaises juste après s'être fait vacciner. Ça ne compte pas. 3 personnes sur des centaines, des milliers de personnes, ce n'est pas grave. Mais je disais à ma femme ce matin, et je vous dis, et je le dis à M. Rumpati, et si c'est après 6 mois, après 12 mois, c'est-à-dire après 1 an, que d'autres effets secondaires terribles de ce vaccin, qui n'a jamais été auparavant testé, se déclarent, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous n'aurions pas jeté l'eau du bain avec le bébé? Alors si vous voulez mon avis personnel, mon avis imprégné par les complotistes de grands virologues que j'écoute volontiers, bon, si on me laisse le choix, si le professeur Rumpati, ministre de la Santé, me laisse le choix, je ne me ferai pas vacciner. Je ne me ferai pas vacciner contre la Covid-19. Attention, j'ai été vacciné contre un tas de choses. Pardon? Ce n'est pas prudent. Oh, vous savez, Je ne serais pas prudent. À mon âge, une petite imprudence qui m'emporte. J'espère que vous me ferez des obsèques. On n'a pas fini de tout tirer de vous. Vous me ferez des obsèques très discrètes parce que les obsèques grandioses, je ne les aime pas. Il faut enterrer moi très vite et que la vie continue. Je pense que c'est le professeur là, imprime une belle dose. Je vous répète que moi, si on me laisse le choix, attention, si l'État dit, hein, les gens de l'âge de Bouillonville là, prenez-les et vaccinez-les, je me soumettrai. Mais si on me laisse le choix, je remercierai tout le monde de m'avoir laissé le choix. Entre me faire vacciner et ne pas me faire vacciner, je choisirai de ne pas me faire vacciner. Mais attention, ce n'est pas un conseil que je donne, hein, même pas aux jeunes. Même pas aux jeunes. Oui, mais si de votre rang, professeur Roger Bouillonville, vous résistez à le faire, vous résignez à le faire. Oui, vous avez dit de mon rang de professeur. Ça, ce n'est pas un commentaire de texte. D'accord? Ce n'est pas une dissertation non plus. Et donc, bon, s'agissant de me faire vacciner... Si vous ne l'acceptez pas, vous n'acceptez pas le faire. Oui. Je n'ai pas, hein, j'ai bien dit, le béninois j'ai bien dit, ordinaire. J'ai bien dit, cher ami, si on me laisse le choix. D'ailleurs, le choix vous sera laissé, justement. Le vaccin sera gratuit. Tous les béninois iront se faire vacciner. Oui. Tous. Parce que c'est gratuit. Et bien que le choix vous sera laissé, vous le ferez. Ça, je le sais. Ah bon? Vous le ferez. Pour vivre... pour continuer à nous abreuver. Puisque j'ai promis de vivre jusqu'à 100 ans, il faut que je me fasse vacciner. Bon, d'accord, si c'est la condition, pourquoi pas? Vous voyez, je peux changer rapidement d'avis. Hein. Ce serait plus prudent. Ce serait plus prudent de le faire. Venant de votre part, et vous connaissant sage, je vais peut-être suivre votre conseil. Pas plus que vous. Professeur Roger Bouillonville, oui. Nous avons encore quelques petites minutes à passer ensemble sur cette tribune qui est consacrée aux enjeux politiques de la semaine. On va parler encore Covid. Vous semblez l'avoir évoqué brièvement et rapidement, mais je vous invite à y revenir. Professeur Bouillonville, n'y a-t-il pas une célérité terrible relative à je dirais, à se prononcer par rapport, j'allais dire, quand on suit l'actualité de ces derniers jours, seulement ces 2 dernières semaines, plus d'une dizaine de pays européens se sont opposés à l'usage, par précaution bien évidemment, et ont suspendu l'usage de ce vaccin contre la Covid-19. Et il a fallu seulement, en l'espace d'2 semaines, à l'instance européenne de validation de ces vaccins pour se prononcer, pour rassurer tout le monde sur ce que, ça y est, c'est faisable, c'est possible, on peut y aller. Je vais écouter encore mes maîtres tout à l'heure en retournant à la maison. Mes maîtres, ceux qu'on appelle les complotistes. Pas les insoumis. Hein. Les insoumis, les complotistes, comme on les appelle les professeurs Montagnier. Vous savez ce qu'ils disent? Que nous sommes menés en matière de maladie par les puissances d'argent. Et que les grandes pharmacies, comment ils appellent ça, ils ont une expérience. C'est multinationales. Oui, c'est eux qui sont derrière et qui financent les recherches et qui veulent
rentrer dans leurs sous. Le professeur Didier Raoult n'arrête pas de le dire. Et quand on lui demande, mais écoutez, professeur, vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Il dit, hélas, quand il sort dans la rue à Marseille, c'est une foule qui l'accompagne et que vraiment il n'a pas besoin de garde-corps. Et pourtant, Dieu sait, s'il soigne par jour beaucoup de malades. Moi, je continue de dire le Covid, le virus, Covid. Mais il n'arrête pas de dire, qu'on est en train de nous faire peur pour nous prendre des sous et que ce vaccin-là... Ça aurait été le cas qu'on nous imposerait, qu'on nous vendrait le vaccin. Oui, mais... Je parlais aux citoyens. On l'a envoyé gratuitement au Bénin. Enfin, le projet COVAX. C'est vrai que le gouvernement, sur fonds propres, en déploiera aussi, en mobilisera tout autre lot. Je vais déplacer, afin de permettre à tous les citoyens je vais déplacer légèrement avec... Quelques secondes. Ou sans votre, vous sentez déjà ou sans votre permission le débat. Je vous pose la question. C'est vous qui êtes payé pour me poser des questions ici, mais je vous pose la question. Pensez-vous que c'est pour l'amour des Maliens que des Français acceptent d'aller mourir au Mali, ou que c'est par mésestime des djihadistes que des Maliens, que des Français acceptent d'aller mourir au Mali? Non, c'est pour protéger les intérêts de la France. Alors si pour protéger leurs intérêts, il faut que tous les Africains soient gratuitement vaccinés, oui, ils savent pourquoi ils veulent nous vacciner. J'entends encore M. Gutiérrez, Antonio, qui venait d'arriver, dire, écoutez, donnez-moi de l'argent pour aller sauver les Africains, ils vont mourir par millions. Mais où est-ce lui que nous allons mourir par millions? Merci, professeur. On va revenir sur cette polémique une autre fois, dans un autre numéro des enjeux politiques. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons dépassé même quelque peu de quelques secondes, j'allais dire. C'est de votre faute. Merci pour la disponibilité, professeur Roger Gbéonvi. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir affronté le nombre de kilomètres qu'il faut au volant de votre je le peux encore. À très bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Et ce ne sera pas, par la grâce de Dieu. Merci de nous avoir suivis. C'était bien évidemment votre tribune Enjeux politiques. À très bientôt.